Hello, Zulf Lawen, marhaba bikoum dans ce tout nouveau podcast Amachach, produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui j'espère vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Pour ce deuxième épisode d'Amachach, nous accueillons Hicham Babahmed, enseignant et fondateur du BRIM, le Bureau de recherche et d'investigation marketing. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toute l'équipe Amachal. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler d'études de marché avec vous. Mais avant de commencer, petit pitch obligatoire. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices ? Oui, alors je suis Hicham Babahmed, enseignant et passionné de marketing. Je m'oriente beaucoup plus vers l'information marketing pour améliorer les services, les produits et satisfaire le plus de clients possible. Et donc, j'ai fondé avec mes partenaires une entreprise qui s'intéresse à tous les outils marketing pour offrir plus de services aux entreprises afin que le marketing puisse avoir son vrai rôle sur le marché algérien et améliorer les produits, pourquoi pas, pour les exporter à travers le monde. Et d'ailleurs, on va en parler de ça, de cette importance clé du marketing. Histoire de nous mettre dans le contexte, on sait que la naissance d'un produit ou la création d'une entreprise démarre souvent d'un état des lieux ou d'un besoin détecté sur le terrain. Et justement, la première question, qu'est-ce qui a motivé la création du BRIM ? Alors, quand j'étais étudiant à l'Institut national de commerce, qui est actuellement l'école des hautes études commerciales à Orléans, je faisais des petits boulots enquêteurs, donc, et ça m'a ouvert les yeux vers un nouveau monde. Je me suis dit, oui, alors pourquoi l'entreprise pose des questions à des inconnus dehors pour savoir s'ils apprécient ou non tel ou tel produit. Ça m'a fasciné. Pourquoi ? Parce que en général, quand on est étudiant ou quand on est à la maison, on a l'impression que nous pouvons représenter tout le marché. Donc nous sommes l'exemple à suivre. Et là, à travers mes petites expériences comme étudiant, j'ai vu que pour le même produit, on peut avoir des centaines d'avis complètement différents. Et pourtant, c'est des personnes qui ont presque le même âge, qui habitent presque le même quartier, c'est-à-dire c'est des voisins presque. Et il suffit juste de les écouter, de savoir les écouter. Et donc, c'est par rapport à ça que j'ai eu l'idée de la création de cette entreprise pour pouvoir justement aider d'autres entreprises à apprendre à écouter. Parce que si on écoute le client ou si on écoute le partenaire, c'est 80% des problèmes qui sont résolus. Hein, parce que souvent, ils nous donnent les informations nécessaires pour améliorer ce produit ou ce service. Tout à fait. L'écoute est le point clé de la communication. Votre entreprise existe depuis 2017. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez constaté une évolution de l'intérêt pour les études de marché ? Ça fait quand même 5 ans, un peu plus de 5 ans. Oui, alors oui et non. Oui, dans le sens, il y a beaucoup plus d'intérêt des études de marché, mais non, pour l'instant, l'étude de marché, le budget d'études de marché n'est pas encore dégagé par des entreprises de petite et moyenne taille. Pour eux, c'est un petit détail. Et, on a l'impression qu'on peut acheter une machine à 100 000 euros ou à 120 000 euros, mais un budget de 2 000 euros d'études est trop cher. Donc c'est beaucoup trop... c'est à peu près comme le budget marketing. Beaucoup de startups qu'on a accompagnées, pour eux, le budget essentiel, c'est le budget de conception de l'application et tout, mais après, c'est un détail, c'est facile. Pour eux, c'est facile. Exactement. Ce n'est qu'à partir du moment où ils voient que l'Algérie est un très très grand pays, donc c'est très compliqué de convaincre le maximum de personnes pour utiliser votre produit.
que là, ils vous disent, ah oui, finalement, hein, c'est pas facile, hein, c'est très compliqué. Donc, on a eu le plaisir d'accompagner l'une des startups phares du moment, Yassir, au début, donc avant la création d'Yassir. Donc, c'était un plaisir de collaborer avec des gens qui étaient des développeurs et tout, qui n'avaient pas une relation directe avec le marketing. Mais heureusement, c'est vrai qu'ils avaient un budget assez intéressant. Et l'effort a été fait au final. Oui, voilà. Oui. On reviendra forcément à cette histoire de budget, mais avant d'aller plus loin, d'ailleurs, il n'y a pas que des professionnels qui nous écoutent. Concrètement, c'est quoi une étude de marché et en quoi ça consiste ? Alors, en premier lieu, comme on l'a dit, c'est l'écoute, c'est apprendre à écouter. Mais l'humain a tendance à écouter d'autres sons de cloche que le sien. Alors, par exemple, si vous êtes un fabricant d'un produit qui est destiné aux femmes ayant un enfant de moins de 2 ans, par exemple, et si c'est donc une crème, qu'est-ce qu'on fait? Donc, même si on n'est pas une femme, qu'est-ce qu'on fait? On sort sur terrain et on cible, donc à travers notre cible, on va contacter des personnes pour qu'elles puissent nous répondre à des questions en relation avec notre produit. La chose a l'air très simple, mais c'est vrai que sur le terrain, on ne peut pas interroger les 45 millions d'Algériens, donc les 50% environ. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un système, un échantillon. Donc, c'est quoi un échantillon? C'est une partie de la population qui représente la population mère. Et donc, c'est un nombre de personnes qui a les mêmes caractéristiques. Par exemple, si je cherche les femmes qui travaillent, donc elle doit être quelqu'un qui travaille, l'âge aussi, même tranche d'âge, et la position géographique. Parce que certaines cultures, peut-être, n'utilisent pas les mêmes produits. Et en Algérie, on a énormément de différences des fois culturelles, à tel point qu'on peut assimiler l'Algérie comme étant un continent, et non pas un pays uniquement. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait à travers l'étude? C'est exactement ce qu'on est en train de faire quand on est en train de réfléchir tout seul à notre projet. Qui va acheter mon produit, à quel prix, que dois-je présenter comme emballage, etc. Et donc, nous, on fait sortir ce genre de questions sur le terrain. Et de façon plus structurée, du coup. L'idée, c'est d'aller finalement interroger ce marché, interroger une cible potentielle de manière objective. Il faut retenir, je pense, le mot-clé qui est celui de l'objectivité, parce que nous ne sommes pas concernés, on va dire, directement. Nous ne sommes pas forcément exactement concernés par le produit. Ou par l'étude. Quels sont les différents types d'études de marché que l'on peut retrouver ? Alors, il y a des études pour le lancement de l'entreprise, il y a des études pour le lancement du produit, il y a des études pour écouter le son de cloche de nos consommateurs ou de nos clients pour savoir est-ce que les produits qu'on propose ou les services sont satisfaisants vis-à-vis de l'objectif que se font nos consommateurs ou nos clients. Parce qu'on a tendance des fois à laisser à la force commerciale la responsabilité de faire un retour sur l'expérience client. Et ça, c'est bien, mais il ne faut pas tenir compte à 100% et uniquement de cette information. Parce que quand on fait partie d'une entreprise, on a tendance à ne pas être trop objectif. C'est à peu près comme les repas de famille. La maman a pris en considération, a pris toute la journée pour présenter ce repas. On a tendance à lui dire « oui, merci maman, parce que tu as fait du bon boulot, etc. » Alors que peut-être c'est pas le meilleur repas qu'on a pris. Oui, c'est humain, hein, c'est humain. Et au niveau de l'entreprise, la même chose. Certains commerciaux ont tendance à vouloir encourager d'autres commerciaux. Oui, c'est bon, tout est excellent, tout est bien fait, il n'y a pas de retour négatif. Alors que souvent, c'est pas ça le cas. Donc, il y a un gap. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait une analyse causale pour comprendre quelle est la cause de ce gap. Et plus on tarde à faire cette analyse, plus le gap s'installe.
Et ce gap est comblé par nos concurrents. Et c'est ça. Vous m'avez tendu une perche en parlant justement de l'aspect commercial et des commerciaux qui vont venir donner un feedback. Alors il est vrai que les gens du marketing et les gens du commercial vont peut-être collaborer en un objectif commun qui va être celui de la vente, mais ce qu'on va avoir tendance à oublier, c'est que justement l'étude de marché donc dépend du marketeur et le marketeur ne va pas avoir ce même regard. Or, il y a un constat qu'on fait en Algérie, il y a des entreprises qui n'ont pas de département marketing, qu'on se le dise. Et parfois, ce sont les agences qui vont venir un peu combler ce rôle. Aujourd'hui, comment on peut sensibiliser les chefs d'entreprise, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas vraiment structuré ce département, ou même ceux qui souhaiteraient lancer une entreprise, sur l'importance d'avoir un département marketing, d'être bien entouré, et sur le fait que le marketing n'est pas une option. Alors oui, c'est vrai que certaines entreprises n'ont pas de département dédié exclusivement au marketing, mais d'autres entreprises, si on peut dire, elles ont un département, mais elles n'ont pas la vision marketing. Parce que ça, c'est très important à connaître, parce qu'il ne suffit pas de recruter des gens pour avoir la vision. Tout à fait. Je m'explique rapidement. Il y a des entreprises qui vendent certains produits qui sont corrects sur le marché, qui répondent à des besoins, oui. Mais quand on leur fait l'étude, le taux de satisfaction ne dépasse pas, on va dire, 65-70%. Alors pour eux, c'est-à-dire au lieu de se concentrer comment faire augmenter ce taux de satisfaction, pour eux, ça c'est des parasites. Alors que ça c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que l'entreprise n'est pas réellement dans l'écoute client, dans la véritable vision marketing. Parce que pour certaines entreprises, la définition propre du marketing, c'est de la pub. Donc, elle crée un département marketing, mais dédié exclusivement à la publicité. Alors que la publicité, c'est un élément important du marketing, mais la publicité sans une stratégie ne sert à rien. Tout à fait. La publicité sans une vision, des objectifs, des orientations, sans un bon emballage, sans une bonne distribution, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire autant de publicité que vous voulez. Si votre distribution est mal gérée, vous êtes en train de faire de la publicité à vos concurrents. Et donc, ça, c'est une erreur. Donc, imaginez, je vais installer ce département, mais je n'ai pas de plan marketing. Et le plan marketing, c'est vrai que certaines entreprises le confondent avec le plan média. Et là, j'en ai vu même des grandes entreprises qui ont le département, mais il faut faire très attention au concept parce que le département n'est pas un logiciel qu'on installe. D'ailleurs, je le dis à mes étudiants et aux gens que je forme, vous pouvez acheter le meilleur CRM, le Customer Relationship Management au monde, le logiciel qui gère les relations clients. Si vous ne savez pas écouter et sourire à votre client, le logiciel ne peut pas le faire à votre place. Le logiciel n'est qu'une application. Exactement. C'est comme avoir le Word. Qui n'a pas le logiciel Word sur leur PC, mais on ne peut pas avoir le talent d'écriture de, je ne sais pas, Yasmina Khadra ou un autre écrivain. C'est un moyen, un outil de parvenir à un objectif. Exactement. Donc il faudrait que les entreprises puissent être convaincues de cette vision marketing. On n'a pas tendance à parler de ça au niveau des finances. Pourquoi ? Parce que d'une part, les finances sont structurées, c'est très carré. Il ne peut pas y avoir de système d'innovation. Ils vont me dire, ah oui, l'actif, je vais le changer, je vais le mettre à la place du côté passif. C'est tout le monde qui va lui dire, vous êtes fou ou quoi ? C'est même dans le marketing, on doit être structuré, on doit être très très rigoureux. C'est vrai qu'on a tendance à être dans la créativité, c'est vrai, mais en termes de procédure, il faut beaucoup de rigueur. Et c'est pour ça qu'on a voulu insister dans cet épisode justement sur la nécessité de faire des études de marché pour que les gens puissent réfléchir, stimuler leur réflexion sur l'importance donc d'avoir des données, des insights. Tout ça, c'est des mots-clés qu'on utilise aujourd'hui. Et justement, on parle beaucoup de data. Et en Algérie, force est de constater que nous en manquons beaucoup.
j'imagine que vous, en tant qu'enseignant, nous, en tant qu'entrepreneurs ou même responsable d'agence, en tant qu'étudiant, quand on va aller essayer de trouver des données pour les ajouter à des études, à des enquêtes ou à même des mémoires de fin d'études, on a du mal à accéder. On en parlait en off. On ne va pas trouver facilement la consommation de pommes de terre ou de tomates de 45 millions d'habitants en Algérie. Et j'aimerais donner l'exemple d'Amachal qui, l'année dernière, avait publié un rapport qui est le Algeria Digital Trends qui vient finalement apporter ce regard et étudier notre secteur. Et j'aimerais justement faire le parallèle. Aujourd'hui, comment les entreprises, qu'elles soient agences, multinationales, dans l'agroalimentaire ou qu'importe le secteur, comment elles peuvent contribuer à la démocratisation de la donnée et la rendre accessible. À une époque, justement, et ce qui est une notion assez ancienne, on va dire, où on parle d'open data. Alors, votre question est très intéressante et pertinente. Mais on doit la découper en plusieurs zones. D'une part, pour pouvoir démocratiser la data, il faudrait sortir de l'individualisme. Parce qu'on a tendance à croire que j'ai besoin de la data, je la prends et je la cache. Si on commence à réfléchir comme ça, il n'y aura pas de data. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de data parce que les personnes ne veulent pas partager leur peu de data qu'ils ont au niveau d'un data center ou d'une zone pour pouvoir collaborer ensemble. Même si on est concurrent, on doit collaborer. Nous, en tant que prestataires de services, on a du mal aussi à avoir les data globaux. Par exemple, combien de kilos de pommes de terre est consommé par les Algériens. Je peux vous le dire, c'est presque impossible de l'avoir, cette information. Mais il y a une partie de cette data qui doit être fournie par des organismes du gouvernement, c'est-à-dire comme l'ONS, etc. Oui, clairement. Parce qu'ils ont, d'une part, ils ont accès à ces informations et ça fait partie de l'open data. Ça fait partie des informations dont doivent disposer les entreprises pour pouvoir effectuer leur étude. Et donc là, c'est vrai, il y a une partie qui est sous la responsabilité de l'État. Mais la deuxième partie, elle est sous la responsabilité des gens du secteur. On n'arrive pas à collaborer en intelligence collective entre concurrents. Et ça, c'est très important à faire parce que même si j'ai 0,1% de la part de marché, ça ne me dérange pas. Je suis classé 17e ou 18e en Algérie ou 20e en Algérie. Et alors, le plus important, c'est d'exister. Ouais. Et le plus important, c'est de savoir exactement quelle est ma position. Pourquoi ? C'est comme à peu près le karaté. On ne peut pas du jour au lendemain commencer avec une ceinture noire. Alors, certaines entreprises, qu'est-ce qu'elles font ? C'est comme si aujourd'hui je vais m'acheter une tenue de karaté et je vais lui dire s'il vous plaît monsieur, vous me donnez la ceinture noire, je vais sortir faire un combat. Le gars qui est en train de vendre ce produit, il va rigoler, il va vous dire vous êtes en train de blaguer là. Mais heureusement qu'au niveau du karaté, les spécialistes ne vont pas me laisser me battre contre quelqu'un parce que c'est structuré. Par contre, le marché, non. Le marché, je vais leur dire voilà, je suis leader dans tel produit. Eh ben, les autres entreprises ne vont pas vous dire non, vous n'êtes pas leader. Donc, du coup, le consommateur est un peu livré à lui-même. On va parler de l'élément qui effraie tout le monde, finalement, qui est celui du budget. On en avait déjà parlé avec Anis Manachi dans le premier épisode, quand on avait parlé du site web, parce que les gens ont beaucoup d'idées reçues. On pense qu'une étude de marché, ça coûte très cher. On pense que le développement d'un site web coûte très cher. Et le problème, c'est qu'au-delà des bienfaits et des avantages qu'on peut tirer, par exemple, d'une étude de marché, on a du mal encore à considérer que c'est un véritable investissement et qui ne peut jouer qu'en notre faveur, comme vous venez de le souligner. Comment on peut sensibiliser les gens et leur faire comprendre la nécessité de ce genre d'investissement ? Oui, alors la meilleure étude de marché, si quelqu'un n'est pas convaincu de l'importance de l'étude de marché, c'est que
à travers son lancement, il va faire son étude. Mais les résultats seront très compliqués à accepter parce qu'il aura acheté sa machine. C'est ça le problème. C'est que nous, ce qu'on lui propose, c'est de faire ça en amont. Avant de faire l'achat de cette machine, par exemple, quelqu'un qui veut acheter une machine qui fabrique 2000 unités par heure, alors que le marché lui-même ne peut pas accepter plus de 2000 unités par mois. Oui. Donc, pourquoi investir un budget aussi élevé pour une machine aussi sophistiquée et vous allez vous retrouver avec peut-être une machine qui ne travaille qu'une journée par mois. Donc, nous, à travers ces études, c'est-à-dire on propose à la personne d'optimiser justement. Maintenant, s'il n'est pas convaincu, il a le droit, c'est vrai, et c'est le marché qui va lui faire étudier le marché. Donc, c'est le marché qui va lui faire donner l'exemple. C'est comme l'enseignement. C'est le meilleur enseignement, c'est le marché. Il va vous montrer ça. Maintenant, si c'est des porteurs de projets comme au niveau des startups et tout, moi personnellement, ce que je fais, je sais qu'ils n'ont pas le budget par rapport à ça et je sais qu'ils ne sont pas encore convaincus. Je leur montre les grandes lignes et je leur dis, vous pouvez prendre le bus, le taxi, etc. Allez-y, confrontez votre MVP, votre produit, votre nouveau produit au marché. Si vous avez des baskets, eh ben montrez ces baskets à votre cible, à la jeunesse, à des jeunes personnes, voilà. Ne soyez pas timide, mais acceptez les critiques. C'est ça. Voilà, vous allez proposer des baskets, par exemple, à 10 000 dinars ou 12 000 dinars, la personne va vous poser la question et va vous dire comment ça, je vais laisser les baskets Adidas et je vais acheter vos baskets à 12 000 dinars. Essayez de le convaincre. Oui. Si vous ne pouvez pas le convaincre, si jamais, par exemple, vous avez essayé, vous ne pouvez pas le convaincre, sachez que vous êtes en train de faire une erreur sur le prix. Parce que vous ne pouvez pas, c'est vrai, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un à 12 000 dinars, eh ben, il va vous dire, je vais acheter Adidas. Maintenant, si vous allez lui dire, moi, je fais du sur-mesure, là, peut-être vous aurez une niche, là, c'est autre chose. Là, vous aurez une niche. Mais c'est à vous. Parce que le produit, personne ne connaît le produit mieux que vous. Tout à fait. Mais aussi, le client, il connaît ses besoins, il connaît son budget. Et c'est surtout de lui qu'on a besoin, parce que c'est lui qui consomme notre produit. Exactement. Maintenant, s'il n'est pas convaincu par votre produit, il ne va pas débourser 12 000 dinars. Il ne va pas les doubler. Et ça, c'est peut-être pour des baskets. Alors là, imaginez pour une maison, imaginez pour l'installation d'une climatisation. Alors ça, vous imaginez, c'est des décisions qu'on prend pour toute la vie. Vous ne pouvez pas acheter un appartement chaque 6 mois. Ou donc, sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Donc, vous allez vous renseigner. Et donc, les personnes qui auront communiqué le mieux, mais aussi qui auront écouté le mieux leurs clients, vont être des leaders. Oui. C'est ça ce qui se passe à travers le monde. Parce que on ne vous demande pas de présenter un produit parfait. On vous demande de présenter un produit rapport qualité-prix stable. C'est ça la différence. Oui. Le produit parfait ne peut pas exister. C'est pas possible de faire un produit c'est-à-dire qui n'a pas de défaut. Le consommateur accepte les défauts, mais à condition que ça réponde à un rapport qualité-prix. On ne peut pas exiger, on ne peut pas acheter une R4 et exiger les performances d'une Rolls-Royce, oui. Au prix d'une R4. Ça, c'est pas possible. Et le client le sait. Hein. Et il est important d'ailleurs de rappeler à ce sujet qu'un produit est censé évoluer au contact de son public. Donc, c'est important de sortir le produit pour pouvoir ajuster. Une dernière question avant de passer au speed quiz. Qu'est-ce qui, selon vous, fait une étude de marché réussie ? Quels sont les facteurs clés de succès d'une étude de marché ? Alors, en premier lieu, c'est l'expression du besoin. C'est premièrement, quelle est la problématique qu'on veut étudier. Plus elle est bien exprimée, mieux on va la réussir. C'est comme les objectifs. Si, par exemple, je veux savoir pourquoi mon produit, mon chocolat, n'arrive pas à se vendre sur terrain. Donc, cette question est importante. Je ne vais pas me dire ah non, finalement, mon chocolat ne se vend pas parce qu'il y a la concurrence déloyale. Non.
je vais sortir sur terrain, je vais prendre un échantillon des personnes qui sont susceptibles de consommer du chocolat ou qui consomment déjà beaucoup de chocolat. Je vais faire peut-être une étude de panel, je vais ramener les chocolats concurrents, je vais ramener mon chocolat et je vais noter, sur un tableau, donc d'une manière, c'est-à-dire les consommateurs ne savent pas quel est le chocolat de qui, etc. Bien sûr. Mais donc, ça sera objectif. On va me donner, on va me dire, par exemple, votre chocolat est trop sucré, ou le contraire, ou il n'y a pas assez de cacao, ou ceci. Donc, je vais donner un diagnostic de mon chocolat. Donc, je ne vais pas dire il n'est pas vendu parce que j'ai pas de chance, parce que j'ai pas. Non. Oui, c'est pas parce dû que au hasard. Oui. c'est fort possible que c'est le chocolat, ou alors, si le goût est excellent, là, je passe à des critères. Peut-être il y a un problème de distribution. Peut-être il y a un problème de communication. Personne ne connaît ce chocolat. Peut-être il y a des marques algériennes qui sont excellentes, mais on n'a pas de visibilité sur le marché. Elles n'ont pas de budget, elles n'ont pas de culture de communication. Elles pensent que non, c'est le produit lui-même qui va communiquer seul. Oui, c'est un peu vrai, mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas les chaînes télé, etc., peut-être. Mais le consommateur est mis dans une sphère où il est bombardé de communication, donc il est convaincu que le meilleur chocolat, c'est celui qu'il est en train de voir chaque jour sur la télé. Ça, c'est humain, ça, c'est pas, on ne peut pas reprocher au consommateur ça. D'où l'intérêt de rester en veille. Exactement. Pour clôturer cet épisode, on va passer, si vous le voulez bien, au speed quiz, donc des petites questions assez légères, assez rapides aussi. Vous êtes prêts ? Oui. Quel est votre réseau social préféré ? LinkedIn. Quelle est votre chanson préférée ? Alors là, c'est la question, là, c'est un peu plus compliqué. Tout dépend l'humeur. Des fois, je suis orienté andalou, des fois, je suis en pop rock. Donc, oui, d'accord, très éclectique. J'ai peur de répondre à cette question. Ok, bon, on garde andalou et pop. Quelle est votre activité favorite ? L'étude de marché. Ah bah tiens, la passion devient métier. Quelle est la campagne ou la pub qui vous a le plus marqué ? Alors c'est la campagne de, je pense, Vittel, je pense, si je ne me trompe pas. Ils ont utilisé une image d'enfants qui sont qui dansent et qui chantent. C'était Evian, c'est Evian ou Vittel. Evian, je crois que c'était Evian. Alors, oui, Evian, avec les bébés, effectivement. Oui. Ça j'ai adoré. Ouais, qui dansent, qui font du roller. Ça m'a marqué parce que d'une part, on donne du punch et aussi c'est très orienté futur. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Votre film préféré ou votre série coup de cœur ? Ma série coup de cœur, alors je ne regarde pas vraiment la télé. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télé. Un film, peut-être, on va dire, Al Pacino, le parrain. Le parrain. Le parrain. Ok, un grand classique. Ouais. Est-ce qu'on peut vous suivre sur LinkedIn ? Oui, j'essaye de répondre même aux messages. Parce que vous allez être spammé après l'épisode. Oh, mais pas de problème, parce que c'est-à-dire, je demande aux personnes de patienter. Des fois, oui, bien sûr, des fois, je peux pas répondre à toutes les. Surtout qu'il y a des personnes qui posent des questions très intéressantes, mais auxquelles il faut prendre le temps de répondre. Effectivement. Voilà, c'est dans ce sens. Merci beaucoup, Hicham, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et surtout d'avoir donné autant d'illustrations qui, j'espère, inspireront ceux et celles qui nous écoutent. Merci à vous, Wardiya, merci à toute l'équipe Amchal et au plaisir de vous revoir ou de vous écouter aussi. À très vite, merci. J'espère que l'épisode de Ta'alioum Ma'joubkoum, n'hésitez pas à nous en dire plus, à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux de l'agence Amachal, donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez aussi laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes d'écoute d'Ielkoum et n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Peut-être que vous avez un entrepreneur ou un ami qui s'intéresse aux études de marché et qui serait intéressé par l'épisode, donc partagez ou likez ou commentez au maximum et surtout n'hésitez pas à nous dire les questions que vous vous posez, peut-être qu'on pourra les poser à nos invités ou les personnes qui habitent à Machal.
Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Amatchatch.